Bonjour, merci pour cette introduction. On va commencer cette table ronde avec des questions qui sont en lien à la fois entre des problématiques de recherche, on a vu un peu toutes les questions tout à l'heure, mais également des traductions concrètes en termes de services. Et donc on va avoir un ensemble de présentations, ensuite on va pouvoir discuter un peu des éléments. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer un peu par une vue d'ensemble des thématiques et je vous propose de commencer vraiment par des cas assez concrets et commencer par Anne-Sophie Rigaud pour une présentation vraiment des problématiques autour de la santé. Je te laisse. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Puis-je avoir les 2 diapositives, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, en tant que médecin, gériatre et m'occupant des personnes âgées, je vous présenterai des exemples des illustrations des robots. Effectivement, dans le domaine médical, comme on l'a dit précédemment, l'intérêt pour les robots qu'ils puissent être utiles au niveau du soin, des traitements, du suivi et également au niveau du handicap en aidant la communication, les déplacements et également tout ce qui peut être de la sécurité. Alors là, j'illustrerai l'intérêt possible des robots, à la fois sur le plan de l'utilisabilité, c'est-à-dire que est-ce que les gens peuvent effectivement les utiliser, en particulier lorsqu'ils sont en bonne santé, mais aussi lorsqu'ils ont des troubles cognitifs. Est-ce qu'ils sont acceptables et est-ce qu'ils sont finalement utiles? Donc j'illustrerai avec plusieurs exemples. Pour la partie utilisabilité et acceptabilité, voici l'exemple de plusieurs projets que nous avons faits qui ont été financés par l'Agence nationale de la recherche, la Communauté européenne France Alzheimer, et également la région Île-de-France. Alors tout en haut, c'est une étude que nous avons faite avec des personnes âgées souffrant de maladies d'Alzheimer à des stades très sévères, utilisant le robot Paro. Le robot Paro, c'est comme on l'a dit, un petit phoque que l'on peut caresser et qui interagit avec la personne plus ou moins en fonction de la façon dont la personne stimule le phoque. Alors dans cette étude, nous avons mis le phoque au milieu d'une table avec des gens tout autour et nous avons comparé les bénéfices du robot Paro avec un jeu de ballon et un jeu de bingo. Donc, de façon successive, les gens faisaient du Paro une séance et puis une autre fois du bingo et une autre fois du ballon. Et nous nous sommes aperçus, vous voyez dans le petit graphe, que les interactions, c'est-à-dire les interactions verbales et les interactions non verbales, de gestuelles, de regard, étaient significativement, mais vraiment de façon très importante, plus importante, avec le robot Paro qu'avec un jeu de bingo ou un jeu de ballon, montrant que les personnes se mettent à communiquer entre elles. Ça dure 1 ou 2 jours, et puis bien sûr, si le stimuli disparaît, l'effet disparaît. Mais donc, ça permet de nouveau la communication des gens qui ont des maladies très sévères. Un autre exemple, là, est avec le robot Nao, dont on nous a parlé là longuement. Là, le robot Nao a également été une expérimentation. Le robot Nao a été utilisé, là aussi, avec des gens qui ont des troubles cognitifs très sévères, des maladies d'Alzheimer très sévères, et en plus des troubles du comportement. Ils sont agités, agressifs, ils crient. Et donc l'idée là, c'est que ces personnes peuvent être améliorées par, en particulier, des interventions par les psychomotriciennes qui agissent sur le point cognitif, le corps et sur l'aspect de sociabilité. Alors ce qui était très intéressant, c'est que nous avons fait des sessions sans le robot, puis avec le Paro. La psychomotricienne intervenait à des sessions seules, puis d'autres sessions avec le Paro. Avec le Nao. Ce qui est intéressant, c'est que, d'une part, la psychomotricienne s'est aperçue qu'avec le robot Nao, elle avait plus d'émotions positives. On s'intéressait à l'engagement de la personne dans l'activité, ce qui est un point très important dans la rééducation. Donc, plus d'émotions positives. Que certaines personnes qui refusaient l'intervention de psychomotricité acceptaient avec le robot, qui jouait un rôle vraiment de médiateur.
et que d'autre part, cette efficacité finalement était d'autant plus importante que les gens avaient des troubles du comportement. Donc ce qui montrait que ça pouvait être très intéressant pour des gens qui ont des troubles du comportement et qui sont donc en grande souffrance. Le troisième exemple est là avec le robot Compay qu'on a utilisé chez des gens beaucoup moins atteints, même des personnes âgées avec peu de troubles cognitifs ou même normaux à domicile. Et ces gens bénéficiaient de différents services. Et là, ça a été aussi très intéressant puisque ça montre que le robot peut être utilisable chez les personnes, que les gens veulent des services et que, comme on disait, cet objet peut s'intégrer dans l'environnement des personnes et être tout à fait satisfaisant. Et dans la deuxième et dernière diapo, je voudrais bien la diapo suivante, s'il vous plaît, juste avant Vincent. Alors, cette diapositive est intéressante pour dire que non seulement ils peuvent être utilisables, ils peuvent être acceptables, mais il y a des travaux qui arrivent pour dire qu'ils pourraient être également efficaces. Alors là c'est un travail très intéressant d'une équipe coréenne où les auteurs évaluent le bénéfice de stimulation cognitive chez les gens qui ont des troubles cognitifs légers dans 3 groupes. Il y a un groupe de gens qui sont des gens de contrôle, ils n'ont pas l'intervention, ils servent de témoins. Il y a un groupe de gens qui ont l'intervention classique de stimulation cognitive. Et il y a des gens qui ont l'intervention cognitive avec le robot. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc il y a 3 groupes randomisés, faits dans les bonnes conditions. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que les gens qui ont la stimulation cognitive ont de meilleures performances que les gens qui sont les gens de contrôle. C'est normal, la stimulation cognitive est efficace. Les gens en ont bénéficié, vous voyez, assez longtemps, hein, des sessions de 90 minutes, 5 fois par semaine, pendant 12 semaines, donc c'est normal. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que lorsqu'on rajoute le robot qui fait la stimulation cognitive, on a un effet encore plus important que l'on voit à la fois sur les tests, qui sont encore plus améliorés que les gens qui ont que la stimulation cognitive traditionnelle, et on voit un petit effet également en imagerie cérébrale, avec une diminution du cortex cérébral qui est un peu moins importante que, bien sûr, chez les sujets de contrôle et même les sujets qui ont la stimulation cognitive traditionnelle. Donc ça, c'est à revérifier, bien sûr, avec d'autres études, c'est des études préliminaires, mais c'est assez intéressant, puisqu'on voit que maintenant, le robot pourrait finalement potentialiser l'effet d'une thérapie, ce qui est très intéressant. Alors, juste pour finir, un point qui est très important, c'est qu'on s'aperçoit que les personnes peuvent utiliser les robots, qu'ils peuvent utiliser les robots qu'ils aiment à la fois les humanoïdes et les non-humanoïdes, en fait. Ils aiment, en fait, en fonction, chaque personne a son robot qu'il aime bien, donc il n'y a pas de généralité, je crois. Que bien sûr, en particulier les troubles cognitifs, il faut s'assurer du consentement. Hein. Sans doute que les gens les plus réticents, ce sont en fait les aidants, car ils craignent la machine, car ils craignent la déshumanisation, et aussi bien sûr les professionnels, car ils craignent évidemment que le robot puisse leur prendre leur emploi, ce qui reste un débat ouvert. Et pour finir, je dirais donc que ces robots sont prometteurs. La limite à l'heure actuelle est certainement technologique, avec des gens qui demanderaient plus d'interaction avec le robot et plus de services, véritablement une véritable interaction. Mais je pense que, comme on le disait précédemment, ces aspects vont très vite être présents pour les patients. Je vous remercie. Nous passons maintenant à la présentation de Vincent Dupourquet, qui est président de Compay Robotics. Combien de temps? Vous m'arrêtez. Bon, je me présente, Vincent Dupourquet, société Compay Robotics, qui est une spin-off de la société Robosoft qui existe depuis le milieu des années 80, qui s'intéressait à la robotique de service en général. Là, Compay Robotics s'est donné comme challenge de faire des robots spécifiques aux personnes fragilisées et à leurs aidants. Je voudrais revenir un tout petit peu sur mon passé, enfin pas mon passé, mais j'ai commencé la robotique médicale dans le cadre d'un projet qui s'appelait le projet Spartacus, et on a été, alors j'étais tout jeune, je pense les premiers au monde à faire manger une personne tétraplégique par elle-même
un petit bout de viande, ça a mis 20 minutes. Et quand j'ai vu cette personne qui pleurait après de joie, d'avoir eu le plaisir de manger toute seule, j'ai compris que le meilleur robot, finalement, c'était celui qui s'effaçait devant l'usage, et que le vrai problème de la robotique pour aider les personnes, c'est pas tellement de faire quelque chose qui gesticule ou qui est rempli de guirlandes de Noël, c'est celui qui va répondre aux attentes de cette population très particulière quand même, qui est la personne vieillissante ou la personne handicapée. Alors, donc ce point est important parce que moi je pense, donc je ne parle que de conviction, mais aussi d'expérience, parce que j'ai quand même fait pas mal de robots sur le terrain. Je veux dire, la forme du robot, la couleur du robot, etc., importe beaucoup moins que sa crédibilité. Et la crédibilité, c'est je crois dans ce que j'ai en face de moi, c'est sincère, ça m'apporte ce que j'attends. Et en fait, c'est pas une bagnole, quoi. C'est pas un objet comme les autres. Ça doit apporter un nombre de services que j'ai listés ici. En fin de vie, comme l'expliquait Monsieur Emanueli, les problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Je veux dire, parmi les problématiques qui reviennent régulièrement, c'est j'ai envie d'aller aux toilettes et j'arrive pas à me lever et je suis obligé d'attendre quelqu'un 20 minutes, si tant est qu'il vienne. Et en fait, c'est cette perte d'autonomie qu'une machine doit compenser. On n'est pas forcément idiot quand on ne peut pas aller aux toilettes, donc on n'a pas forcément besoin de quelque chose qui nous dit quoi penser, mais on a besoin de quelque chose qui nous aide à faire ce qu'on a envie de faire quand on a envie de faire. Alors tout ça, c'est des bonnes intentions, mais déjà, qu'est-ce qu'on a envie de faire ou qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de sécurité, c'est-à-dire on a besoin d'être assuré que si on tombe, on appelle, il y a possibilité de secours. On a des parcours de santé plus compliqués. On a besoin de collecter des informations, de les renvoyer à nos médecins, à nos infirmiers, etc., etc. On a besoin d'être stimulé cognitivement, que ce soit pour s'amuser ou que ce soit pour des raisons médicales. Bien entendu, tout le monde réclame l'indépendance physique. Je pense, j'ai encore la chance de l'avoir, mais je m'imagine que si je n'arrive plus à bouger comme j'ai envie, ou surtout quand j'ai envie de bouger, je serai moins bien. Donc, donner ces possibilités grâce au robot, ça me semble important. Et bien sûr, le lien social. L'énorme avantage du robot par rapport à ces solutions un petit peu éparses qui existent, c'est qu'en un seul objet, on arrive à rassembler la quasi-totalité des besoins quotidiens d'une personne dépendante. Donc, en fait, c'est un très bon vecteur pourvu qu'on lui trouve le bon usage et pourvu qu'on le traite en tant qu'objet et pas en tant qu'humain. Les tentatives de transfert affectif d'une personne vers une machine, je trouve que c'est une dérive qu'il faut éviter pour l'instant. Il faut avoir des codes d'éthique là-dessus. Il ne faut pas que les gens tombent amoureux de leur robot. Il y a des discussions là-dessus. C'est complètement à côté de la plaque, en tout cas aujourd'hui. Je crois que j'en ai un autre. Ouais. Alors, ce deuxième slide a pour objectif de donner un message qui est... Dernière minute. Ouais, c'est bon alors. je vais essayer d'aller vite, comme on dit. Une fois que le robot est à domicile ou à côté de la personne, ça ne sert à rien si tout l'écosystème de la personne n'est pas continué à être mobilisé autour de la personne et n'utilise pas les caractéristiques et les qualités du robot. Donc il faut analyser cet écosystème et il faut que le robot fasse du sens à tout l'écosystème. Donc là, je vous ai mis l'écosystème du projet KEPA, qui est un projet essentiellement aquitain que nous avons monté avec ACFA, Healthcare et Domicalis, où notre partenaire IMA joue le rôle du téléassisteur. Et en fait, on se rend compte que toutes les personnes autour sont connectées, interconnectées, que le robot est vraiment au bout de la chaîne et ce n'est qu'un tout petit élément de la chaîne.
Donc il faut construire des partenariats, il faut construire des architectures industrielles, des partenariats industriels, des architectures informatiques pour qu'ils puissent fonctionner. Ce n'est pas tout qui soit sympathique, il faut qu'ils s'intègrent dans un système, et tout le challenge des gens qui veulent vendre des robots, c'est effectivement de répondre aux usages d'un côté, d'avoir des règles éthiques très importantes et d'avoir les partenariats industriels pour que quand la personne se sent mal, qu'elle appelle la plateforme d'assistance, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y ait la réponse. Et ça, c'est difficile. Voilà, je vous remercie. On va faire une bonne transition, je pense, en passant à la présentation d'Eric Wolf, qui est responsable de la recherche et développement à Intermutuel d'assistance. Donc bonjour, merci Vincent pour avoir assuré cette habile transition vers notre métier. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Intermutuel Assistance, donc on est un groupe on produit des prestations d'assistance notamment pour un certain nombre de grandes mutuelles françaises. Si on peut mettre. Voilà, donc pour résumer globalement notre mission, on est un assembleur de solutions. On assiste potentiellement 45 millions de personnes et on en a assisté l'année dernière plus de 3 millions. Et dont une grande partie dans une activité d'assistance à domicile. Donc l'assistance à domicile et l'assistance à la personne, c'est une des grandes activités d'IMA. Donc, si on peut me mettre le slide suivant, voilà, pour donner un peu une idée d'une de nos activités principales, puisque IMA intervient sur de l'assistance automobile et déplacement, sur de l'assistance à l'habitat et sur de l'assistance voyage et médical. Et le quatrième pilier de notre intervention, c'est ce qu'on appelle le pôle santé bien vivre et qui fournit des prestations d'accompagnement dans les différents parcours et situations de vie. Donc ça se matérialise par un certain nombre de services, notamment la prévention des chutes, l'adaptation du domicile, la téléassistance, la télésurveillance, le coaching, notamment on va dire le coaching social, coaching financement et également le conseil via des plateformes médico-sociales. Et c'est dans ce cadre qu'on a commencé à réfléchir, notamment avec Compile Robotics, à l'intégration des prestations robotiques dans l'univers de service de la société IMA. Donc on va passer au slide d'après. Donc voilà comment nous, on a conçu l'intégration de la robotique dans un univers de service. Donc on a vu autour de 4 pôles principaux. Le premier qui nous concernait au premier chef en tant que téléassisteur, c'est la sécurisation. Donc on a vu le robot comme un élément de téléassistance nouvelle génération qui permettrait d'assurer, on dit maintien à domicile, mais c'est pas véritablement, c'est un terme qu'on n'aime pas vraiment parce qu'il a une notion de dire les gens restent uniquement chez eux. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent vieillir en restant à leur domicile et se faire le plus longtemps possible. Donc on a estimé qu'au-delà des médaillons et des services existants de téléassistance, le robot pouvait être vraiment l'étape d'après qui permettrait d'apporter et de la sécurisation et également un certain nombre de services, notamment le service de lien social, puisque nous, chez Intermutuel Assistance, l'humain est vraiment au cœur du service et on considère le robot véritablement comme un intermédiaire, qu'on ait un humain d'un côté, un humain de l'autre et au milieu le robot qui va permettre d'aller au plus près de la personne à chaque moment où il en a besoin. Donc pour lui permettre de lui apporter du conseil, du coaching, un certain nombre de services à la personne qu'on opère déjà avec eux pour l'instant. On a aussi des services qui nous permettront d'accompagner le robot dans son déploiement, dans sa maintenance et dans son usage. Parce que le robot, véritablement, on doit le considérer comme un smartphone. Donc c'est vraiment un appareil sur lequel vont tourner un certain nombre d'applications. Et nous, IMA, on se positionne véritablement en opérateur de robot. C'est-à-dire qu'on pourra fournir tous les services qui iront autour du robot de manière à ce qu'on puisse les amener chez les gens, les maintenir chez les gens, aider les gens à comprendre comment il fonctionne et à se dépanner si jamais ils ont un problème avec le robot, parce que c'est une machine évoluée qui peut être assez complexe et il peut arriver qu'effectivement on soit dans des situations un petit peu compliquées. Donc là, il faut vraiment qu'on soit capable d'expliquer aux gens comment leur machine fonctionne et comment, on va dire, remédier à certains problèmes d'usage. Et puis, nos services également de coach en habitation nous permettront d'adapter le domicile pour que le robot s'y sente, on va dire, le mieux possible et soit capable de remplir du mieux possible sa mission.
Notamment, on sait que des robots, notamment pour l'instant, une locomotion qui est essentiellement à base de trains roulants, ce qui fait que ça nécessite la plupart du temps des adaptations à domicile pour que le robot puisse bien se déplacer les gens. Donc voilà, notre vision, c'est vraiment de se placer avec un bouquet de services autour du robot de manière à pouvoir placer ce robot chez les gens. Et le cas d'usage principal, c'est de se dire si quelqu'un pourrait rentrer chez lui en étant en couple, s'il est tout seul, il devrait pouvoir rentrer chez lui avec l'aide d'un robot et des services qui l'accompagnent. Voilà, c'était dans le temps. Nous passons maintenant à la dernière intervention, celle de Vincent Rial, qui est président de la Société française des technologies pour l'autonomie et de Gérant Technologies. Merci. Pardon. Donc, j'espère que Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Alors, on va essayer d'aborder, pour finir, un certain nombre de questions qui ont été plus ou moins abordées, mais qui vont se révéler peut-être de manière aiguë. Les robots sont en pleine maturité, sont en cours de pleine maturité, ça a été bien dit, dans 50 ans, ils sont extraordinaires, mais en fait, ils sont dénoncés, et pas dans cette salle, et c'est une fois de plus une rupture que je rencontre. Ce sont des sphères différentes. Combien y a-t-il dans cette salle de gens qui sont de la catégorie qu'Anne-Sophie Rigaud a défini, a évoqué plutôt, pas défini, évoqué, excusez-moi. Ce sont les gens qui ne veulent pas en entendre parler parce que ça va leur prendre de l'emploi et ça va déshumaniser les soins. C'est ça la problématique qui est une des problématiques majeures. On l'a abordé indirectement encore une fois. Comment expliquer, ça c'était M. Wolf qui le disait, comment faire que le robot s'insère dans un écosystème et soit pris en compte par tout cet écosystème. Là, c'est un vrai travail. La diapositive suivante. Donc voilà, pour faire très très court, les robots rendent immense service, c'est évident. Dans le milieu, on les refuse. C'est une évidence aussi, parce qu'il y a ces réductions que je vous ai dit. La robotique au service des seniors a-t-elle réellement marché? Pour le moment, non, mais avec un oui mais. Et puis, le gros spectre des gens qui ont tous les pouvoirs financiers actuels, parce qu'on est dans une société qui n'est pas encore menée par l'empathie. Dans cette salle, on la sent vibrer, mais dès qu'on sort, c'est quand même beaucoup plus rude. Et la diapo suivante, je fais un petit peu court. Donc voilà, on est en train de toucher un sujet extrêmement important qui concerne le vieillissement, la fin de vie, ça a été bien dit. Et il faut observer qu'on est dans une société qui cherche non pas le bonheur pour le moment, et encore que ça peut se discuter, mais surtout la rentabilité, la rapidité, ça a été évoqué encore une fois, ce qui va rapidement rapporter. Et le métier du soin, le métier de l'accompagnement, c'est un métier qui est essentiellement fondé sur la personne humaine, dans tous ses besoins, avec des spécialités, et avec des questions qui sont bien sûr très différentes. Et la question de Benjamin Zimmer tout à l'heure touchait cette question. La personne, plutôt vers la fin de sa vie, va se poser de toute autre question que celle d'aller vite, celle d'être efficace, rentable, etc. C'est le moment d'un retour sur soi, ou d'un retour en tout cas à des questions très essentielles. Alors en même temps, on est dans un double jeu. Des outils extraordinaires comme Xavier Emmanueli l'a évoqué, avec des paroles extrêmement simples et humaines. On peut à peu près tout faire maintenant. C'est tout à fait extraordinaire, mais il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui freine, qui n'est pas seulement que le marché ne peut pas encore absorber tous ces robots. Il est qu'il y a une réflexion qui n'est pas encore assez avancée sur le sens de la vie et de la fin de vie et de la mort, et surtout le sens des personnes qui sont en perte d'autonomie. Il y a comme des ruptures dans l'éducation, dans la formation. Il faudrait ici qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui sont constamment auprès des personnes âgées,
Combien dans cette salle y a-t-il d'aide à domicile, d'aides-soignants qui ne soient pas convaincus également par la robotique? Je pense qu'on a besoin de réunifier et de rendre cet écosystème réel, parce que pour le moment, on en parle beaucoup de l'écosystème, mais il y a beaucoup de fragmentation, il y a beaucoup d'opposition, il y a beaucoup de non-dits qui s'expriment par des refus. Il y a 10 jours, j'étais dans un centre hospitalier canadien où on avait typiquement cette chose extraordinaire par rapport à il y a 15 ans, un projet qui était plus de télémédecine et de maintien à domicile avec des capteurs et de l'intelligence. Et toute la hiérarchie hospitalière et tous les décideurs étaient totalement d'accord pour mettre en route ce projet, chose qui n'existait pas il y a 15 ans. Il fallait vraiment un petit peu mouiller la chemise pour y arriver. Et les seuls qui ne veulent pas en entendre parler, ce sont les gens qui sont toute la journée auprès des personnes âgées, auprès des personnes empêchées, qui disent « mais là on est en train de nous préparer notre sortie, puisqu'on ne parle que de rentabilité ». Voilà, donc je voulais dire ça, je voulais dire c'est extraordinaire, mais il ne faut pas oublier aussi ces aspects de la réalité. Je dirais aussi que l'un des principes de l'éthique, c'est le respect de la personne dans son autonomie. On n'est pas obligé de voir le monde en robot. Des objets extraordinaires peuvent nous aider à vivre et à être autonomes, mais il faut que aussi on respecte le fait de ne pas vouloir les utiliser, de ne pas vouloir en entendre parler, au moins à certains moments, et rejoindre encore une fois la question de Zimmer. On a tendance à voir de la robotique un petit peu envahissante, pour toutes les raisons d'ailleurs positives qu'on a vues, et on a le droit aussi de ne pas vouloir les voir, ces robots, au moins pendant un certain temps, plus voir de capteurs, plus voir d'ordinateurs, etc. Et c'est sur ces points-là, un petit peu délicats, peut-être que dans 50 ans, on y sera arrivé, effectivement. Je pense que notre société évolue à toute vitesse et dans toutes ses dimensions, pas seulement industrielle et comment dire, technologique. Elle évolue aussi sur le plan de la compréhension de soi. C'est un des points clés du développement, je crois, des usages de la robotique. Je vous remercie. Alors, puisque j'ai le droit, en tant que témoin, de faire quelques commentaires, je trouvais cette table ronde extrêmement intéressante. Il y a plusieurs choses à dire. Lorsque, dans les années 80, j'avais présenté à mes camarades de Médecins sans frontières sur le terrain un petit ordinateur portable d'aide à l'apprentissage. C'était des arbres d'inférence. Par exemple, il fallait répondre oui, non. Y a-t-il raideur de la nuque? Oui. Y a-t-il vomissement? Oui. Y a-t-il la fièvre? Oui. Alors, c'est la méningite. Donc, il y avait ce petit ordinateur. Le reste n'existait pas. Il était portable, autonome, étanche, bref. Et au Tchad, on l'a essayé. Il y avait une belle mission Les médecins n'ont jamais voulu en entendre parler. Nous, on voit des malades. Quelque temps après, tout était informatisé dans toute la mission. Et pas seulement pour faire l'administration, mais aussi pour l'apprentissage, mais pour tout. Et donc, il faut se méfier. Pour le moment, je comprends qu'il puisse y avoir un rejet. Je l'ai vécu, je le sais. Ça, c'est la première chose sur laquelle je voulais intervenir. La deuxième, et il faut se souvenir que le vieillissement, c'est un processus dynamique. Tout à l'heure, François Janson me dit, elle me reconnaît, on ne s'est pas vu depuis longtemps, elle me dit, t'as pas changé. Mais si, j'ai changé. Elle m'a connu avec des cheveux tout noirs, aile de corbeau, j'avais pas de lunettes, enfin bref. Elle me dit, t'as pas changé, c'est sympa. Mais seulement on change, surtout quand, puisque ces pertes sont obligatoires, en fait, les performances. C'est un processus dynamique. Et il faut, au contact, bien sûr, des outils extrêmement performants qui comprennent que ça change et qui s'en aperçoivent.
Ça n'est pas, c'est comme quand on parle des exclus, des détenus, ça veut rien dire, c'est des fourre-tout. Les vieux, bon d'accord, les vieux, mais c'est des unités et des gens changent. La deuxième chose, c'est qu'il faudra toujours, et là, je ne suis pas un prophète, mais il faudra toujours un médium humain pour faire la transition. Pourquoi ? Parce qu'au fur et à mesure que les gens vieillissent, ils perdent leur énergie de vie. Moi, j'ai fait aussi de la médecine énergétique. Ils perdent de l'énergie, ils s'éteignent, c'est la bougie, puis c'est normal de mourir. C'est notre statut bizarre et mystérieux. On va s'éteindre et on perd l'énergie. Et on met au contact des gens jeunes qui viennent de sortir de l'école, qui ont tout plein d'énergie. Et inconsciemment, il y a cet appel de cette usure, de cette énergie perdue, vers cette énergie nouvelle. Et donc, ils se présentent des fois comme des vampires auprès des gens, auprès des jeunes types. Ils appellent 52 fois remontez mon oreiller, passez-moi la flotte, j'ai envie de faire pipi. Donc, cette demande, c'est d'abord aussi une demande d'intérêt, d'affection, mais surtout captée d'énergie. Et c'est pour ça qu'il faut des vieux routiers, des vieux professionnels pour être au contact. Il y a cette demande de vie, ce pompage, et il faudra ce médium humain tout le temps. Je sais bien qu'il y a tout au fond de l'humanité le golem, le robot incontrôlable, mais ça c'est des faux fondamentaux, si j'ose dire. C'est la première chose. Ça veut dire qu'il faut préparer des gens qui vont être au contact avec des vieux, avec ce vieillissement. Il faut les préparer aux nouvelles technologies, parce qu'elles vont être refusées. Il faut les préparer. Il faut que ça s'apprenne à l'école. C'est ça qu'ils vont avoir. Deuxièmement, il faut qu'ils soient formés au langage du corps, aux dimensions, à la proximité, à ce langage. C'est pour ça que je fais un institut de formation au métier de l'accompagnement avec les nouvelles technologies. On ne peut pas les balancer d'en haut. Il faut que dès l'école, ils en comprennent l'intérêt. Parce que ce médium humain est nécessaire. Merci. Alors, pour lancer un peu le débat, je voulais juste revenir un peu sur des questions de recherche et expliquer un peu, comme je suis chercheur également, expliquer un peu ce qu'on fait actuellement, et ensuite on pourra revenir un peu sur des éléments. Juste pour positionner, on travaille, quand on va faire de la recherche dans ces domaines de la robotique, notamment d'interaction humain-robot, on va venir et on va travailler avec, et j'ai déjà travaillé avec la plupart des collègues qui sont déjà au moins autour de la table, vraiment dans des cadres très complexes finalement, dans des écosystèmes qui sont complexes, et ça c'est vraiment pas facile, et toutes les questions et tous les débats qui ont été évoqués tout à l'heure d'accueil quand on va dans un service clinique, effectivement on peut tout à fait être accepté par les politiques, par les chefs de service, mais ensuite qu'est-ce qu'on fait concrètement avec des cliniciens, avec des gens qui sont en face des malades? Ce sont des vraies questions très concrètes, et derrière il y a des chercheurs qui vont travailler, des étudiants qui vont travailler et se posent la question vraiment de leur positionnement dans cet écosystème-là. Alors, je voulais dire aussi, et c'est un point qui a été évoqué par Anne-Sophie, c'est également, on est beaucoup dans le service, on pense beaucoup robotique de service, et on focalise sur le service, mais en réalité, il y a beaucoup de possibilités de la robotique, tout en se focalisant sur les services. Par exemple, tous les travaux en psychologie, en neurosciences, il y a énormément de choses à faire sur le vieillissement, et le robot peut être un outil, effectivement, pour aller focaliser sur des questions d'interaction. Qu'est-ce que ça veut dire la mémoire? Qu'est-ce que ça veut dire les émotions dans le grand âge? Qu'est-ce que ça veut dire la mobilité du grand âge? Donc c'est un aspect également de compréhension de l'humain, et ça, il faut vraiment le souligner. Et quand on vient voir les chercheurs, les cliniciens, en leur disant c'est pas seulement un outil qui va aider les gens, mais également qui va permettre de comprendre l'humain, ça c'est aussi une plus-value, et je pense qu'il faut vraiment le redire, et ça va nous permettre également de faire des services qui vont être beaucoup plus efficaces et d'amener des communautés qui ne sont pas forcément autour de la table et qui devraient être avec nous.
Un autre point, c'est au niveau de, cette fois-ci, plutôt de l'aidant, ou voire même de la personne âgée. On est vraiment dans le service où le robot va amener, va mettre vraiment dans un positionnement, et Anne-Sophie le connaît bien, il y a quelques années, et Vincent aussi, quelques années, on avait un projet où le robot était un majordome, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe plus maintenant, mais c'est des notions qui finalement sont intéressantes en robotique, de positionnement. Et la dernière chose, je crois beaucoup à des aspects où on va avoir, par exemple, en anglais on dit le learning by teaching, c'est vraiment apprendre en enseignant. On peut tout à fait positionner maintenant la personne âgée, pas en termes seulement recevoir des services, mais également en apprenant, en allant sur le fonctionnement, en disant à la personne, c'est toi qui maîtrises complètement le système et donc tu vas pouvoir programmer, alors bien évidemment pas autour d'un clavier, mais on peut maintenant programmer des systèmes robotiques en leur montrant des choses, en lui disant ça c'est une bouteille, ça c'est ma façon de faire. Et en faisant ce genre de choses, on place cette fois-ci la personne âgée dans un positionnement plutôt actif et pas seulement dans le service. Donc il construit lui-même ses services. Et ça, c'est des défis scientifiques, c'est des défis aussi en robotique qui vont nous permettre de placer l'humain autrement et pas seulement en position de service. Donc voilà un peu ce qu'on est en train de faire et je pense que la plupart des questions qui ont été évoquées ils sont importantes. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres collègues qui voulaient réagir déjà autour de la table sur les présentations des uns et des autres. Ou dans le public où on peut... Ouais. Je dirais juste, par rapport à ce que disait Xavier Emmanuelli, que moi je ne suis pas anti-robot, loin de là. Depuis les années 80, je vois évoluer l'intelligence artificielle et je l'ai suivi de très très près jusqu'à aujourd'hui. Et ce que je vois, c'est plutôt le manque de manifestations comme aujourd'hui pour parler à tout le monde. Voilà, c'est surtout ça que j'ai voulu dire, pour parler aux très divers professionnels du soin et de l'accompagnement qui effectivement n'ont pas la possibilité d'entendre ce qui se dit ici. Je pense qu'il faudrait pratiquement enregistrer un certain nombre de discours qui ont été faits. Je ne sais pas si c'est fait. En tout cas, c'est de la formation, et c'est de l'information, et c'est de la prise de conscience, et c'est du dialogue. Et c'est là-dessus que je voulais insister, surtout sur le fait qu'il y a à se parler, et non pas à donner des fausses impressions. La robotique, c'est quelque chose qui envahit le monde, qui envahit la vie. Ça, c'est une fausse impression. On a toujours la possibilité de refuser. Et par contre, le dialogue, lui, est indispensable. Donc voilà, c'était surtout ça que je voulais dire. Et permettez-moi de réagir. Je partage ce que dit Mohamed. Comme je l'expliquais, je veux dire, potentiellement, un robot, ça peut faire, pas tout, mais énormément de choses. Et aujourd'hui, on est face à une multitude de possibilités qui s'offrent à nous. Quelles fonctions donnons-nous à nos robots? Des services physiques, des services cognitifs, de la stimulation, etc. L'enjeu aujourd'hui, pour des gens comme nous qui prétendent développer le marché de la robotique, c'est d'arriver à identifier ce que nous, on appelle ces scénarios qui vont faire du sens par rapport à tous les membres de l'écosystème que vous mentionnez. C'est-à-dire que les toutes premières applications des robots devront être acceptées par, bien sûr, les personnes, c'est le b.a.-ba, mais leurs familles, mais le personnel médical, mais le personnel médico-social, et les dirigeants des EHPAD, et les dirigeants des groupes. Donc, effectivement, c'est très compliqué de mettre tout le monde autour de la table, et il faut faire plus que de se parler, il faut co-concevoir, je ne sais pas si c'est le terme, ensemble, pour bâtir ce scénario que le robot peut faire, parce qu'il peut faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, l'interrogation principale pour des gens comme nous, c'est quel est le bon scénario qui fait du sens pour tout le monde et qui accessoirement démontre de la rentabilité parce qu'il y a une dimension financière. Moi, je voulais revenir sur l'importance de la formation et de l'information. Ça, je pense que c'est effectivement tout à fait majeur.
en matière de robotique ou de technologie, soit on est dans le cadre du divertissement, du plaisir, du grand public, et donc là, chacun décide d'avoir des technologies. Si on est dans le champ, je crois, du sanitaire ou médico-social, la formation et l'information est très importante, et il va falloir certainement assez vite déterminer comment on introduit en fait toutes ces technologies, y compris les robots, dans les parcours de soins des personnes. Et il faudrait en fait un modèle économique qui permette de dire, là, cette personne, on fait une évaluation par une personne, d'ailleurs une ergothérapeute, une psychomotricienne, dans les équipes spécialisées Alzheimer, par exemple. Et à ce niveau-là, on a besoin de telle technologie, par exemple un robot. Il y a des technologies qui sont plus avancées que les robots, comme par exemple les pilules électroniques, les GPS, etc. Et donc, tel moment, j'ai besoin d'un pilulier, d'un GPS, d'un robot. Du fait de mon handicap, à ce moment-là, j'en ai besoin pendant 6 mois. Donc, je le loue auprès d'un prestataire qui peut me le louer. Puis, malheureusement, du fait de l'évolution de ma maladie, je suis à un stade différent. Donc, à ce moment-là, j'ai besoin d'un autre robot ou d'un autre appareil technologique. Et donc, je le loue de nouveau depuis 6 mois. Et donc, pouvoir véritablement introduire toutes ces technologies dans les parcours de soins, et effectivement, ce qui nécessite d'informer le grand public, les patients, les soignants, et puis de former justement à l'utilisation de ces technologies. Et puis, je voulais revenir sur la question de Benjamin Zemer. Je pense que les technologies n'empêchent pas le sens, en fait, ne gênent pas le sens, et les personnes âgées qui utilisent les technologies, en fait, les utilisent comme elles utilisent des lunettes, une canne, donc c'est un outil supplémentaire, et je pense que ça ne gêne pas pour penser au sens de sa vie. Par contre, la principale gêne, la principale limite, c'est bien sûr les troubles cognitifs, c'est-à-dire que je pense qu'on est plutôt gêné pour penser au sens de sa vie quand on a des troubles cognitifs importants. Mais si on est quelqu'un âgé et en bonne santé cognitivement, on n'a pas de difficulté à s'intéresser aux dernières technologies possibles, en être passionné et vouloir les utiliser férocement. Je vais juste ajouter quelque chose, c'est pour revenir sur l'aspect, on va dire, perte d'emploi et menace sur l'emploi, notamment auprès des personnes qui s'occupent des personnes âgées ou des personnes handicapées. Véritablement, la vision de la robotique, enfin en tout cas celle qu'on a nous, c'est d'arriver avec des robots qui sont une augmentation de chance, c'est-à-dire qui permettent de faire des choses que justement les personnes qui interviennent en ce moment ne peuvent pas ou ne sont pas assez nombreuses pour faire. C'est-à-dire c'est véritablement, notamment en matière de sécurisation, le robot, ça permet chez les gens de pouvoir veiller sur eux en continu, ce qui n'est pas possible actuellement avec des moyens humains, et d'appeler, de pouvoir détecter des situations de détresse qu'on a du mal à détecter avec les systèmes actuels, et de pouvoir remonter ça vers justement des moyens d'intervention humains qui, eux, vont se dire allez, maintenant il faut intervenir, et de pouvoir aussi permettre à des personnes ou des ressources rares de pouvoir intervenir avec le maximum et d'aider le maximum de personnes via l'intermédiation de ce robot. Donc c'est vraiment nous comme ça qu'on le conçoit, plus pour dire voilà, on met un robot, on n'a plus besoin d'envoyer des personnes au domicile. Et là-dessus, je suis d'accord avec la plupart des interventions qui disent que le lien humain est vraiment fondamental, et que le robot est vraiment là pour transporter, pour intermédier ce lien et pas pour le remplacer. Et notamment les intelligences en ce moment ne sont pas forcément du niveau d'être en capacité de le faire. On va prendre des questions dans la salle, s'il y en a. Première question ici. Ouais. Bonjour, Cécile Chevalier, Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. On a une double mission en fait de caisse et d'agence publique, et on travaille beaucoup en bottom-up. On est en lien très fréquent, très régulier, très serré avec nos partenaires dans les départements qui sont en charge de l'évaluation des besoins de compensation. Le débat qu'il y a ici, moi, m'interpelle fortement parce qu'en termes de robotique, donc, on regarde avec des échéances qui étaient assez floues pour nous. Donc, j'ai déjà eu quelques éléments de réponse en fait, en termes de temporalité tout à l'heure. Et surtout, les questions qu'on se pose, en fait, c'est pas tant sur l'innovation technologique, parce que là, on fait grande confiance en fait aux industriels. C'est plutôt en fait sur la création justement de cet écosystème pour que tout ça, ça se passe dans les meilleures conditions, pour le meilleur service rendu pour les usagers et pour le meilleur
meilleures conditions en fait de façon générale. On parle en fait de cette fébrilité, de cette réticence des professionnels. Le discours en fait que j'ai entendu moi aujourd'hui, il me semble quand même assez rassurant parce que sur un vieil exemple, le fauteuil roulant est souvent perçu comme la perte de la marche. Les professionnels de la réadaptation sont les premiers à vous dire non. Le fauteuil roulant, c'est la restauration du déplacement. Donc ce raisonnement-là est probablement transférable en fait sur des aides technologiques plus sophistiquées comme la robotique. Par contre, quelque chose qui est un petit peu particulier en fait, c'est cette difficulté que moi j'ai eu pour l'instant en fait à appréhender la typologie, les différentes typologies de robotique avec des concepts, avec une sémantique qui soit suffisamment stabilisée pour que je puisse aussi, on va dire, le vulgariser et puis aussi en reparler finalement aux personnes que j'ai autour de moi sans être une spécialiste. Et puis probablement en fait d'autres notions qui méritent d'être interrogées comme la typologie des lieux de mise en place de la robotique. On a parlé en fait de domicile d'habitat privé, on a parlé d'établissement, on a évoqué de façon subliminale en fait les espaces privés ou publics mais hors habitat. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi à retravailler, à conceptualiser, à structurer pour pouvoir s'adresser de façon plus précise, de façon plus intelligible en fait aux professionnels? Et l'intelligibilité, elle serait peut-être à entendre au sens de rendre compréhensible, mais rendre porteur de sens. Les deux, bien sûr, s'étayant. Merci de nos experts. Quelqu'un veut... Oui, je pense que vous avez tout à fait raison dans ce domaine, comme il commence à être fait dans d'autres domaines de technologie, par exemple les Serious Games. Philippe Robert a travaillé sur ce sujet. Il faut se mettre à faire des recommandations d'utilisation exactement sur tous les éléments. Et donc, je pense qu'effectivement, il faut réunir des professionnels des différents domaines, cliniciens, chercheurs, professionnels médico-sociaux, sociaux, entreprises, assureurs, et travailler sur les recommandations, quelles indications ou quelles sémantiques, etc. Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'on peut commencer à travailler sur ce sujet, c'est essentiel. Une autre question sur votre gauche. Régis Prévost. Oui, François-Régis Prévost, cabinet de conseil Alterangle. J'ai deux questions. La première, est-ce qu'il existe concrètement aujourd'hui des groupes d'utilisateurs pilotes de maintien à domicile au sein d'un EHPAD, au sein d'une maison de retraite, au sein d'une résidence-service et que vous suivez de près? La deuxième question, on parle d'économie, on n'a pas encore parlé de prix. Ça coûte combien? Et qui paye surtout? On a bien compris l'ensemble de l'écosystème qu'on connaît bien. Si on se projette dans les années qui viennent, on voit que la loi de décembre 2015 montre bien les problèmes économiques posés. Qui va payer dans la chaîne? Le client final ou l'assureur? Le groupe de résidence-service? Merci. La question, je vais vous poser une question. Vous savez combien coûte la dépendance en France par an? On fait question-réponse, sinon, si on fait dialogue avec la salle... Non, c'est 44 milliards. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le pays, dans sa globalité, les personnes, les institutions, les pouvoirs publics dépensent 44 milliards pour la dépendance. Donc, si vous voulez, il y a des gens qui payent ces 44 milliards. Donc, je pense que la vraie question, c'est pas tellement le nombre de robots combien ils vont coûter, c'est plus le modèle économique qui y a autour de ça. Alors, il y a plein de questions autour de ce que vous posez. Donc, moi, je vous répondrai les miennes, déjà, mes réponses. Actuellement, de ce que nous faisons, nous avons déjà fait des tests à domicile avec Interial et IMA, et nous travaillons sur des prédéploiements en début d'année dans deux domaines, sur de l'EHPAD avec le groupe Corian et à domicile avec Interial et IMA pour étendre les essais préliminaires qu'on a faits, qui étaient de quelques semaines. Là, on voudrait passer à quelques mois
dans les deux cas, justement pour prendre du recul, pour valider la technologie et valider le business model. Alors, le business model, pour faire simple, aujourd'hui, un robot, on peut prendre n'importe lequel. Si on veut faire quelque chose de bien, c'est quelque chose qui coûte 20 000 € à peu près. Le prix objectif en quantité, quand on atteindra 10 000, c'est plutôt le prix d'un lit d'hôpital, c'est 5 000 €. Après, il faut voir comment ce financement est fait, puisque en tant qu'outil multi-usage, il a des sources multiples de financement, tout à fait classiques en fait, comme pour le lit d'hôpital ou la pompe à insuline. Vous avez la possibilité de l'assurance santé, de la prévoyance, enfin et de la complémentaire santé, sécurité sociale et complémentaire, de la prévoyance, du risque habitation. Disons que les assureurs, l'assurance dépendance interviennent beaucoup dedans. Les pouvoirs publics à travers la santé interviennent et vous avez aussi les compléments, l'APA au niveau départemental qui fait qu'en fait il y a une ingénierie financière qui se crée pour qu'a priori le coût restant à payer soit très faible. Avec des robots à 5 000 €, ça passera tout seul. Avec des robots à 20 000 € aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué encore parce qu'ils ne sont pas dispositif médical, par exemple, pour avoir droit à l'assurance maladie. Mais en fait, le prix du robot est un faux problème. C'est son mode de financement. Or, le mode de financement, il existe. On en dépense 44 milliards par an. J'arrête. Alors, oui. Bonjour, David Danet, INRIA. Je vais faire une synthèse tout à l'heure. Mais pour compléter en fait la question, c'est un robot pour qui? C'est-à-dire, est-ce que c'est pour les aidants? Est-ce que c'est pour les familles? Est-ce que c'est pour les thérapeutes? Est-ce que c'est pour les personnes âgées? Est-ce que c'est etc., etc. Et donc la question du coût en fait du robot est liée aussi ce qui est lié aux fonctions en fait qu'on veut faire au robot et à quelle est la destination en fait des fonctionnalités des robots. Et ça permettrait aussi d'avoir une meilleure feuille de route sur le développement de ces fonctions. Merci. La dernière question pour cette table ronde viendra de votre gauche. Ok, merci David. Oui, l'objectif c'est que le même robot serve à la fois à la personne dépendante et au personnel. L'usage n'est pas le même en établissement et à domicile, mais les robots, la technologie, les fonctionnalités sont tout à fait les mêmes. C'est en tout cas l'objectif que l'on vise. Mais les deux cibles, c'est les aidants et les résidents en établissement. Il y a un usage collectif du robot et les personnes à domicile, donc les patients, on peut appeler ça, essentiellement avec le même robot, mais un peu moins les aidants à domicile. Bonjour, Hubert Tissot, directeur innovation seigneuriale, résidence pour seniors, autonome. Ça fait 3 ans que nous travaillons avec nos résidents et des aidants professionnels et familiaux. Nous faisons des workshops avec eux. 4 points. Le premier point, c'est l'éthique. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Jusqu'où va l'interaction avec le robot, les sécurisations des données, ce genre de choses. Deuxième point, c'est le modèle économique. Et oui, effectivement, c'est peut-être pas que le robot, mais il y a tout un écosystème. Mais les résidents nous posent rapidement cette question. Combien ça va coûter ? Le troisième point, c'est l'intelligence artificielle, c'est-à-dire, là on a fait des workshops, donc on voit que les choses évoluent, mais quid du robot 1, 2, 3 mois après, même s'il est auto-apprenant, est-ce que ça va vraiment être un robot auto-apprenant ? Et le quatrième et dernier point, c'est juste vous alerter sur l'évolution donc, de la population. Aujourd'hui, on a effectivement des personnes qui sont non initiées dans le numérique, mais dans 4-5 ans, nous allons avoir une majorité d'homo numericus, donc les personnes ne seront plus du tout les mêmes. Donc voilà les 4 points que je tenais à vous faire partager. Quelqu'un veut répondre sur un des points ? Moi, je vais répondre juste sur un des points, sur l'auto-apprenant. Justement, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte que ça soit l'humain qui maîtrise un petit peu cet apprentissage. Et de plus en plus, il y a un vrai défi dans l'intelligence artificielle ou dans l'apprentissage et dans l'interaction humain-robot. Et tout à l'heure, on parlait de code similaire à l'humain. Là, c'est une vraie problématique scientifique. C'est une problématique qui pose des questions aussi éthiques, mais qui peut aussi résoudre pas mal de problèmes
en termes d'apprentissage, de limitation, parce que l'humain aura sa propre... chaque personne, on pourra finalement personnaliser son robot, et c'est ce qu'on fait avec nos machines. On a tous pratiquement les mêmes marques de machines, mais elles sont complètement personnalisées parce qu'on peut y faire des choses autres et on peut y mettre. Et c'est pas juste une boîte qu'on ouvre et qui reste comme ça éternellement la même. Ce qu'on espère, c'est qu'on va pouvoir la personnaliser, notamment par l'apprentissage. Et je pense que ça peut être une bonne solution. Et il y avait une question sur l'éthique. Juste sur la partie éthique également, parce que c'est des questions qu'on se pose nécessairement, de savoir est-ce que le robot surveille, est-ce qu'il espionne ou il sécurise. Et après, là-dessus, pour nous, il n'y a pas forcément difficile de trouver une réponse simple, parce que chacun, à la limite, va placer le curseur à l'endroit où il veut, c'est-à-dire savoir est-ce qu'il tient à ce que le robot, justement, soit un ange gardien et on va dire le sécurise en continu. Donc pour ce faire, il est obligé effectivement de le suivre, de le regarder, et on peut se dire il récupère énormément d'informations, ça peut être considéré comme intrusif. Donc certaines personnes vont considérer que c'est intrusif, certaines personnes diront moi je préfère que le robot me surveille parce que j'ai besoin d'avoir cet œil sur moi. Donc nous, les réflexions qu'on a, notamment au cœur de nos projets d'expérimentation, c'est de pouvoir doter le robot aussi de la possibilité de s'adapter en fonction des besoins de la personne qui utilise le robot, de dire voilà quel service elle attend du robot, quel degré d'interaction elle veut avoir avec lui, et qu'elle soit capable de sélectionner ça, et donc en fonction des gens, avec le même robot, d'aller plus ou moins loin dans on va dire dans l'interaction et dans la proximité qu'il y a avec le robot. Juste pour dire aussi que la notion de consentement aussi pour les personnes est majeure, évidemment. Mais en général, le plus souvent, les gens savent bien s'ils veulent ou non, même s'ils ont, on le voit à l'hôpital, même s'ils ont des troubles cognitifs très, très, très sévères. Après, je vous passe. Juste pour répondre sur l'éthique, il y a au plan industriel, aujourd'hui, les premières règles d'éthique, au même titre que les règles de sécurité, viennent d'être publiées par le BSI en Angleterre, dédiées aux robots, qui va servir de base à une norme ISO qui va apparaître bientôt et qui s'intéresse à toutes les règles d'éthique et qui obligera dans la certification à respecter ce code d'éthique qui sera au niveau ISO. Donc tout le monde y travaille parce qu'on sait très bien que les robots ne se répandront pas s'il n'y a pas des règles d'éthique strictes et communes pour tout le monde. Toujours, et peut-être pour finir sur l'éthique, c'est apprendre à bien penser. C'est Blaise Pascal qui l'avait initié comme définition de la morale, ensuite repris par d'autres. Apprendre à bien penser, c'est ce que nous faisons ici, et l'éthique, c'est ce qui, normalement, doit accompagner tous les métiers du soin, de l'accompagnement et tous les métiers des roboticiens, etc. Et je pense que l'éthique, c'est vraiment se poser des questions et ne pas se satisfaire des réponses rapides. Voilà, je crois qu'il y a à mettre aussi l'éthique à un niveau qui va au-dessus des règles. Quand on dit des règles d'éthique, c'est bien parce que ça fixe les idées. Sauf que si on s'en cantonne aux règles, on n'est plus dans l'éthique, on n'est plus dans le questionnement. Voilà, je voulais simplement rajouter ça, apprendre à bien penser. Toujours en tant que témoin autorisé, ça me fait penser à une boutade. Combien ça coûte pour rentrer au comité d'éthique? Et les problèmes sont beaucoup plus complexes. J'ai eu la chance, le privilège, parce que j'ai une longue vie professionnelle, d'être les premiers temps du rein artificiel. Et donc, l'industrie n'avait pas encore fabriqué ce qu'il fallait. Il y avait quand même, en insuffisance rénale, toujours 1 pour 30 000 habitants, puis c'est comme ça. Et en face, il y avait peu de machines. D'ailleurs, les fabricants se disputaient, Travnol. Et comment on fait pour choisir quand ils venaient à l'hôpital? Alors on disait, bon ben c'est un père de famille qui nourrit sa famille. Non mais c'est un vieux sage. Et puis finalement, il n'y a pas de choix possible. Pas de choix possible. Et le seul choix qu'ils avaient trouvé, c'est de mettre les noms dans un chapeau et de sortir les postulants. L'éthique, elle va commencer par l'économique.
quand ça sera saturé, on aura des vrais problèmes de relations soignants-machines ou personnes âgées, machines. Mais en attendant, et avant longtemps, il n'y a pas de vrai problème d'éthique parce qu'il n'y a pas numériquement les mécaniques adaptées. Ça, c'est la première question. La deuxième, en effet, selon le coût, des fois, je me pose la question, quand on fabrique le cœur artificiel, je trouve que c'est prodigieux comme... mais quelles sont les indications? Est-ce que c'est les gens en fin de vie? Est-ce que les gens qui sont utiles à la société? On a fabriqué on fabrique des machines, en tout cas elles sont à l'expérimentation, dont on ne connaît pas encore. On ne connaît pas les indications. Surtout dans la démographie du vieillissement qu'on a, à qui ça s'adresse? Je crois qu'on n'a pas encore maîtrisé les exploits des robots. On est encore, d'une certaine façon, c'est des automates. Ça doit être plus compliqué que ça, parce qu'il y a des relations qui vont être de dépendance. Et on doit travailler dès à présent sur l'éthique. Je ne crois pas que ce soit des points ISO, c'est beaucoup plus immatériel. Je suis sûr que la réflexion n'est pas encore, même pas encore annoncée. Parce qu'on n'a pas encore les outils, on est très en amont. Et que oui, c'est un travail qu'on doit faire. Mais de toute façon, il y aura toujours quelqu'un qui va contrôler, je le sais bien, et qui sera leader. Et ça sera concurrentiel. Et l'éthique, elle se placera plutôt là que dans les applications. En tout cas, puisque vous m'avez permis de le dire, c'est comme ça que je vois les choses. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Pour cette conclusion, je crois qu'on peut remercier et notre grand témoin et nos orateurs de cette table ronde.